Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une série de fiches de révision, des cartes mentales qui condensent. Toute une année de physique-chimie de terminale. Bonjour. Notre objectif, ça ne va pas être de faire un cours, mais plutôt de survoler tout ça pour en extraire l'essentiel, les liens un peu surprenants et, on l'espère, quelques moments eureka. Exactement. Ce qui est intéressant avec ce type de document, c'est que ça nous oblige à synthétiser. On ne va pas s'attarder sur les formules complexes, mais sur la logique qui relie les différents chapitres. C'est une vue d'ensemble, en fait. Parfait. Alors, allons-y. Commençons par la base de tout. Les briques du vivant, de l'atome à la molécule. Je vois ici des schémas de Lewis. Oui, On voit des atomes qui partagent des électrons pour se stabiliser, c'est ça? c'est comme une sorte de colle entre eux. C'est tout à fait ça. Et au cœur de cette colle, il y a une notion clé, l'électronégativité. C'est, disons, la tendance d'un atome à attirer les électrons vers lui. Une sorte de tir à la corde en fait. C'est une excellente image. Si deux atomes tirent avec la même force, les électrons restent bien au milieu. La liaison est apolaire. D'accord. Mais si un des deux est un poids lourd comme l'oxygène par exemple, Alors là, il tire les électrons beaucoup plus près de lui. Il ne les vole pas, attention, mais il les a plus souvent de son côté. Il devient donc un peu négatif. On dit partiellement négatif. et l'autre devient partiellement positif, j'imagine. Voilà, et ça, c'est une liaison polaire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah ouais. Parce que cette polarité, combinée à la forme, à la géométrie de la molécule, a des conséquences gigantesques. Je vois des exemples. Le méthane, CH4 en tétraèdre, l'ammoniac en pyramide, et l'eau, H2O qui a une forme coudée. Prenez le méthane. Il est parfaitement symétrique. Du coup, même si les liaisons sont un peu polaires, toutes les forces s'annulent. La molécule, dans son ensemble, est apolaire. Mais l'eau alors, elle est toute petite, mais on dit partout qu'elle est superpolaire, pourquoi? À cause de cette forme coudée. Elle n'est pas symétrique. L'oxygène, qui est très électronégatif, se retrouve d'un côté et les hydrogènes un peu positifs de l'autre. Attendez, c'est juste ça, cette simple pliure de la molécule d'eau, c'est ça qui est à l'origine de presque tout. Le fait qu'elle dissolve le sel, la tension de surface, même la vie. En grande partie, oui. C'est fou de penser qu'une simple question d'angle à l'échelle de l'infiniment petit change tout à notre échelle. C'est incroyable. Bon, on a nos briques. Maintenant, faisons-les danser, faisons-les réagir. Les fiches parlent de deux grandes chorégraphies chimiques. D'abord, les acides et les bases. Ça, c'est la plus simple. C'est un simple échange de protons H+. L'acide, il en a un en trop, il veut le donner. La base, il lui en manque un. Elle est prête à le recevoir. C'est un donne et prend très direct. Et de l'autre côté, il y a... L'oxydoréduction. Là, ça a l'air un peu plus costaud. On n'échange plus un proton, mais des électrons. Oui, la dynamique est très différente. C'est un vrai transfert de charge électrique. L'oxydant est celui qui capte les électrons, le réducteur est celui qui les cède. Les piles fonctionnent comme ça, non? C'est exactement le principe d'une pile. On organise la réaction pour forcer les électrons à passer par un circuit extérieur, et paf, on a du courant électrique. D'accord. Mais ce qui me frappe ici, c'est la notion de vitesse. Toutes les réactions ne se passent pas au même rythme. Certaines sont explosives, d'autres prennent des jours. On peut influencer ça. Bien sûr. C'est tout l'enjeu de la cinétique chimique. On peut jouer sur plusieurs facteurs. La température, par exemple. On chauffe et ça va plus vite. Oui, parce que les molécules s'agitent plus, elles se rencontrent plus souvent et avec plus d'énergie. On peut aussi augmenter la concentration ou utiliser un catalyseur. Ah, le fameux catalyseur. C'est quoi son rôle exactement? Imaginez que la réaction, c'est une randonnée en montagne. Le catalyseur, c'est un guide qui vous montre un raccourci, un chemin plus facile avec moins d'efforts. Vous arrivez au même sommet, mais beaucoup plus vite. Et à la fin, le guide est là, intact, prêt pour le groupe suivant. J'aime beaucoup l'image. Et je vois un point important mentionné ici, la chimie éco-responsable. Oui, c'est une préoccupation majeure aujourd'hui. L'idée n'est plus seulement de fabriquer la bonne molécule, mais de le faire intelligemment. C'est-à-dire? En utilisant des solvants moins nocifs, en valorisant les déchets, en consommant moins d'énergie. C'est de la chimie plus élégante, si on veut. D'accord. Donc, on sait construire des molécules. Mais comment on sait ce qu'on a dans notre fiole à la fin? Comment on mesure? Les fiches insistent beaucoup sur les techniques de dosage. Le dosage, c'est le travail du détective. On veut trouver la concentration d'une espèce inconnue. La méthode classique, c'est le titrage. Le titrage, c'est quand on ajoute un liquide goutte à goutte avec une burette, c'est ça? C'est ça. On fait réagir notre solution inconnue avec une autre dont on connaît précisément la concentration.
On attend le moment clé, l'équivalence, qui est souvent repérée par un changement de couleur. Et à ce moment-là, on arrête tout. Et un petit calcul nous donne le résultat. Exactement. Mais il y a d'autres méthodes, comme le dosage par étalonnage. Là, on utilise une propriété physique. Pour une solution colorée, on mesure comment elle absorbe la lumière. La loi de Beer-Lambert, c'est bien ça. C'est elle. Et pour les ions, on peut mesurer la conductivité électrique de la solution. C'est très efficace. Et je vois une autre technique qui a l'air fascinante. La spectroscopie infrarouge. Ah, c'est une de mes préférées. C'est comme donner une empreinte digitale à une molécule. Chaque liaison chimique, carbone-oxygène ou oxygène-hydrogène, vibre à sa propre fréquence, un peu comme une corde de guitare. D'accord. La spectroscopie IR envoie de la lumière infrarouge sur la molécule et regarde quelles fréquences sont absorbées. Le résultat, le spectre, est unique pour chaque molécule. C'est un outil d'identification incroyablement puissant. Une empreinte digitale, c'est très clair. Bon, on a exploré le monde des molécules. Mais maintenant, on change complètement d'échelle. On passe à la physique, aux lois de l'univers. On commence avec la deuxième loi de Newton. Oui, là, on s'intéresse au mouvement. Cette loi, c'est le pilier de la mécanique. En gros, elle dit que la somme des forces appliquées à un objet est égale à sa masse multipliée par son accélération. C'est la relation entre la cause, la force, et l'effet, le changement de mouvement. Et on peut décrire la chute d'une pomme ou le mouvement d'une fusée avec ça? On peut, et pour ça, on utilise souvent le langage de l'énergie. L'énergie cinétique, liée à la vitesse, et l'énergie potentielle, liée à la position. Et s'il n'y a pas de frottement, la somme des deux, l'énergie mécanique, reste constante. C'est ça. Quand un objet tombe, son énergie potentielle diminue, mais sa vitesse, et donc son énergie cinétique, augmente. L'une se transforme en l'autre. Et si on applique ça au champ, par exemple le champ de pesanteur terrestre, Alors on peut prédire la trajectoire d'un projectile. Et on découvre que c'est une parabole. et si on va encore plus loin, le champ gravitationnel dans l'espace, Là, on arrive aux lois de Kepler qui décrivent le mouvement des planètes. Et c'est là qu'on a eu de grosses surprises dans l'histoire des sciences. ah oui, comme quoi? Par exemple, les orbites ne sont pas des cercles parfaits. Ah non, Non, ce sont des ellipses. Et le Soleil n'est pas au centre, mais à l'un des foyers de l'ellipse. mais ça veut dire que la distance Terre-Soleil change tout au long de l'année. Tout à fait. Et ça a une conséquence directe, la vitesse de la Terre n'est pas constante. Elle accélère quand elle se rapproche du Soleil et ralentit quand elle s'en éloigne. C'est complètement contre-intuitif. Donc la Terre va plus vite en janvier qu'en juillet. Fascinant. Et tous ces éléments qui composent la Terre, le Soleil, nous, ils viennent d'où à l'origine? C'est peut-être la plus belle histoire que la science nous raconte. Au tout début de l'univers, il n'y avait quasiment que les éléments les plus légers, de l'hydrogène et un peu d'hélium. D'accord. Et le carbone, l'oxygène, le fer? Ils ont été fabriqués, forgés, au cœur des étoiles. Les étoiles sont des réacteurs à fusion nucléaire géants. La fusion, c'est quand des petits noyaux s'assemblent pour en faire des plus gros? C'est ça. L'hydrogène fusionne en hélium, l'hélium en carbone, et ainsi de suite. Quand ces étoiles massives meurent, elles explosent et dispersent tous ces nouveaux éléments dans l'espace. Nous sommes littéralement des poussières d'étoiles. C'est vertigineux. Et à l'opposé de la fusion, il y a la fission et la radioactivité. Là, les noyaux se cassent. Exactement. Certains gros noyaux sont instables. Pour retrouver la stabilité, ils se désintègrent spontanément en émettant des particules. C'est la radioactivité. Et ce phénomène suit une loi très régulière, caractérisée par la demi-vie. La demi-vie, c'est le temps qu'il faut pour que la moitié des noyaux se désintègrent. C'est ça. Et c'est cette horloge nucléaire qui nous permet de faire des datations comme celle au carbone 14. On a parlé de particules, de planètes, il reste un grand thème, les ondes et surtout la lumière. Qu'est-ce que c'est, la lumière, au final? Ah, la grande question. Pendant des siècles, le débat a fait rage. Est-ce une onde, comme le son, Ok. ou un flux de petites particules, Il y a des expériences qui prouvent, sans l'ombre d'un doute, que c'est une onde. comme la diffraction ou les interférences? Précisément. Les interférences, c'est quand deux ondes se superposent. Elles peuvent s'additionner pour faire plus de lumière ou s'annuler pour créer de l'ombre. C'est le principe des casques à réduction de bruit, mais avec la lumière. Donc, c'est une onde. Affaire classée. Eh bien, non. Pas du tout. Comment ça? Il y a une autre expérience, l'effet photoélectrique. On éclaire une plaque de métal et ça arrache des électrons. Et pour expliquer ça, il n'y a pas le choix. Il faut imaginer que la lumière arrive par paquets d'énergie, par grains, des particules qu'on appelle des photons.
Mais attendez, c'est totalement contradictoire. Dans une expérience, elle est une onde. Dans une autre, elle est faite de particules. C'est l'un ou l'autre, non? Et c'est là qu'on entre dans le monde étrange de la physique quantique. La réponse, c'est qu'elle est les deux. Les deux en même temps. Sa nature dépend de la façon dont on l'observe. Si on fait une expérience pour voir les interférences, elle se comporte comme une onde. Si on fait une expérience pour voir l'effet photoélectrique, elle se comporte comme un flux de particules. Donc, la réalité de la lumière change en fonction de la question qu'on lui pose. C'est déstabilisant. C'est complètement déstabilisant. Ça heurte notre intuition, notre vision du monde de tous les jours. La lumière n'a pas une seule nature figée. C'est notre interaction avec elle qui force l'une de ses facettes à se manifester. Quel parcours! On est parti d'une molécule d'eau pliée et on arrive à l'idée que la réalité elle-même n'est peut-être pas si objective qu'on le pense. En voyant ces fiches, ce qui est frappant, c'est de voir comment tout est connecté. Absolument. La chimie du carbone explique le vivant, la mécanique de Newton décrit les orbites, la physique nucléaire raconte notre origine. C'est une seule et grande histoire. Et comprendre ces concepts, au fond, c'est plus que de la préparation pour un examen. Oh oui, c'est acquérir une nouvelle grille de lecture du monde. C'est voir la physique dans une goutte de pluie et la chimie dans une feuille d'arbre. C'est donner de la profondeur à ce qui nous entoure. Et pour conclure, ça me laisse avec une dernière pensée, une question un peu vertigineuse. Notre compréhension de la lumière, quelque chose d'aussi fondamental, a été complètement bouleversée. On est passé d'une certitude à une autre, pour finir avec cette idée de dualité qui défie le sens commun. Oui. Alors je me demande, quelle est la vérité scientifique qui nous semble la plus solide aujourd'hui, la plus évidente, et qui, dans 100 ans, paraîtra peut-être terriblement incomplète, voire naïve?